Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. C'est officiel aujourd'hui, c'est la sortie des benchmarks pour la génération 10 des Core Intel. Du coup, je vous propose de justement voir ce que ça donne. Alors j'ai des exemplaires de test, j'ai un Core i5 10600K ainsi que le Core i9 10900K. C'est le même exemplaire, enfin les mêmes exemplaires de test qui ont été donnés à peu près à toute la presse. Donc nous n'avons pas le Core i7 ici. Ici, moi je vais me concentrer d'ailleurs sur le Core i5. Pourquoi? Parce que ma table de bench actuelle AMD a un Ryzen 5 3600X. Donc c'est deux processeurs qui vont être l'un en face de l'autre au niveau prix et au niveau performance. Donc je trouve ça plus intéressant. Et aussi, c'est certainement les processeurs que la plupart des gens vont acheter. Parce que le 10900K est intéressant, mais il est beaucoup plus cher. Donc ça vise un public évidemment beaucoup plus réduit. Au niveau de la configuration de test, nous avons deux cartes mères de chez Asus. Donc nous avons une Z490 et une X570 TUF. Donc elles sont toutes les deux de la même gamme et tout. Elles sont d'ailleurs au même prix plus ou moins. Donc ça nous permet d'avoir une meilleure comparaison. Au niveau de la RAM, nous avons 16 Go de RAM de chez Corsair. C'est de la Vengeance RGB Pro qui peut aller jusqu'à 4000 MHz. Mais dans tous mes tests ici, elle a été réglée à 3800 MHz, qui est le maximum que peut supporter Ryzen. Et même chose chez Intel, comme ça donne une bonne comparaison. On a aussi une 2080 Ti qui est totalement overkill pour ce genre de test, mais ça permet de voir justement la différence entre les processeurs, vu que ce n'est plus la carte graphique qui limite ici. Et au niveau refroidissement, nous avons un Corsair H100 Platinum qui est utilisé sur les deux processeurs d'ailleurs, qui nous permet de justement vraiment enlever toute inquiétude sur justement le refroidissement et de vraiment tester les processeurs au maximum de leur performance. Tous les exemplaires de test d'ailleurs, que ce soit chez Intel ou AMD, ont été fournis par les marques respectives, donc Intel et AMD. Les cartes mères ont été fournies en partie par Asus, il y en a une que j'ai achetée moi-même. Et au niveau de la RAM, ça a été fourni par Corsair, merci Corsair d'ailleurs. Et le refroidissement, j'avais acheté moi-même. Donc comme ça, tout est clair et net pour tout le monde. Alors, au niveau des specs aussi, ces processeurs, on va parler un petit peu fréquence. Donc déjà, le 10600K est un 6 cœurs 12 threads, c'est-à-dire qu'il est passé à 12 threads parce que le 9600K, lui, n'avait que 6 threads pour information. On a aussi une large augmentation de la fréquence parce que ce 10600K a une fréquence de base de 4,1 GHz et peut booster sur tous les cœurs à 4,5. Et c'est ce que j'ai pu confirmer, il était très stable à 4,5 et sur un seul cœur il peut monter jusqu'à 4,8 GHz. Et encore une fois, très stable à cette fréquence au point même qu'on peut se dire qu'il a encore de la marge si on commence à l'overclocker. Je n'ai pas eu le temps de l'overclocker toutefois, donc tenez-en compte. Alors que par contre, le 3600X, lui, a une fréquence de boost un petit peu plus variable, on va dire. C'est un petit peu le problème avec AMD. J'espère qu'ils amélioreront ça, surtout quand on voit que Intel est hyper stable. Donc sur tous les cœurs, le 3600X avait une fréquence de 4,1 GHz et sur un seul cœur, il avait une fréquence de 4,3 GHz. Donc, yep, ici, Intel a un avantage clairement encore au niveau fréquence. Et le 10900K ici, pour information, est un 10 cœurs 20 threads. Et il peut monter jusqu'à une fréquence boost maximum sur tous les cœurs de 4,9 GHz, ce qui est pas mal hein, pour un 10 cœurs. Et pour information aussi, sur un seul cœur, il peut monter jusqu'à 5,3. Et j'ai pu le tester vite fait, même si j'ai pas beaucoup de benchmark, il a atteigné ces fréquences-là. Alors avant de passer au niveau des performances, on va parler un petit peu aussi d'un point assez important. C'est évidemment qu'avec cette nouvelle génération, nous avons des nouvelles cartes mères qui sont en Z490. Elles apportent aussi un nouveau socket qui est le socket 1200. Avant, c'était le 1151. Et donc, ça veut dire que vous devez, oui, upgrade de carte mère si vous voulez passer sur cette nouvelle génération. Donc, pour tous les possesseurs de carte mère en Z390, malheureusement, vous devrez upgrade et passer à ce nouveau socket. Qu'est-ce qu'apporte du coup ce nouveau socket et cette nouvelle plateforme? Vous allez me dire, qu'est-ce que ça justifie de passer? Eh bien, en réalité, pas grand-chose. Vous avez la garantie maintenant de l'avoir l'USB 3.2 Gen 2, qui est le nouveau USB qui peut aller jusqu'à du 10 Go à la seconde, donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez beaucoup plus de cartes mères avec justement de Ethernet 2,5G, mais c'est pas forcément garanti sur toutes les cartes mères, donc vérifiez. Et vous avez aussi le Wi-Fi 6. Et c'est basiquement tout. Alors, il y a quand même un point important, c'est qu'apparemment, ces cartes mères supportent le PCI Express 4.0. Asus l'a confirmé, Gigabyte l'a confirmé, c'est même eux qui ont lâché la bombe littéralement. Et du coup, vous pourriez vous dire, ah ben alors on a du PCI Express 4.0. Non, vous avez du PCI Express 3.0 avec ces processeurs, c'est même garanti, c'est du 3.0 point. Toutefois, visiblement pour une prochaine génération, ces cartes mères pourront accepter l'un des prochains processeurs de Intel qui aurait du PCI Express 4.0. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tenir en compte si vous voulez upgrade dans le futur. Mais selon moi,
quoi qu'il arrive, vous avez du PCI Express 3.0 maintenant. Donc, c'est ça que vous devrez vraiment tenir compte. Donc alors maintenant, je vous propose de parler performance. Donc, on va parler d'abord des performances de rendu. J'ai fait quelques tests dans Cinebench ainsi que Handbrake, qui est un programme d'encodage. Donc, dans Cinebench R15, qui commence à être un petit peu vieux, il faut en tenir compte, le 3600X a atteint 1634 points sur tous les cœurs. Et sur un seul cœur, donc un test avec un seul cœur, il a atteint 201 points. Ensuite, le 10600K, lui, a atteint un score sur tous les cœurs de 1470 points et sur un seul cœur de 207 points. Donc on voit que AMD gère toujours assez bien justement le multicœur ici, avec un sacré avantage quand même, mais Intel arrive toujours un petit peu à rattraper au niveau single core. C'est certainement dû aussi au fait que ce Core i5 booste vraiment pas mal, hein, il booste jusqu'à 4,8 GHz sur un seul cœur. Donc ça permet d'aider et atteindre les 207 points ici. Maintenant on passe à Cinebench R20 qui est beaucoup plus récent évidemment. Pour information d'ailleurs, ça utilise le moteur de rendu de cinéma 4D comme Cinebench R15. Donc c'est des résultats assez réalistes parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cinéma 4D. Donc comme il est plus récent, par contre il utilise mieux justement les processeurs, vous allez le voir. Donc le 3600X arrive à avoir sur un score multi avec tous les cœurs un score de 3695 points. Sur un seul cœur, il a un score de 493 points et le 10600K a un score multicœur de 3557 points. Donc ici, là, vous voyez que la différence a un petit peu diminué. Et sur un seul cœur de 503 points, qui est encore une fois une bonne petite upgrade par rapport à AMD, mais pas non plus énorme. Maintenant, on passe à un test de rendu vidéo qui est beaucoup plus réaliste ici, avec Handbrake. Donc c'est un fichier 4K qui était encodé en H265 en 4K encore une fois. Et du coup, ici, on regarde le temps de rendu. On ne regarde pas le nombre de points ou je ne sais quoi. Le 3600X a fait le rendu en 366 secondes pour information et le 10600K a fait le rendu en 375 secondes. Du coup, léger avantage encore une fois pour AMD, mais Intel n'est pas trop loin, ça va encore ici. Donc comme on peut voir ici, le 3600X a toujours l'avantage au niveau multicœur, donc AMD garde toujours cet avantage ici. Intel a réussi à rattraper le retard, en partie dû à la fréquence qui a augmenté, hein, je vous rappelle. Le Core i5 9600K, lui, pouvait booster jusqu'à 4,3. Ici, on est à 4,5 sur tous les cœurs. Donc, ça permet d'aider, mais ce n'est juste pas suffisant, malheureusement, pour Intel ici. Ce qui indique que, malheureusement, cette nouvelle génération n'est pas non plus une énorme upgrade au niveau performance, juste au niveau de l'IPC. Mais bon, on va voir un petit peu ce que ça donne justement dans les jeux vidéo. Ok, alors maintenant, c'est l'heure des tests de jeux vidéo. Donc, ça, c'est quelque chose qu'attendait Intel, vu que littéralement sur la boîte de review, c'est écrit Gaming Happen with Intel. Donc, littéralement, l'entièreté de leur marketing est basée là-dessus. C'est que Intel est meilleur pour les jeux vidéo. Donc, on va justement confirmer, voir si c'est le cas. Aussi, tous les tests ont été faits en 1080p avec la RTX 2080 Ti. Le but ici, c'est pas une configuration très réaliste, hein. Pas beaucoup de gens joueraient en 1080p avec une 2080 Ti. Le but ici, c'est de vraiment voir ce que donnent les processeurs quand la carte graphique n'est pas à la limite dans le système. Donc tenez-en compte qu'avec une plus petite carte graphique ou si vous jouez à de plus hautes résolutions, ces différences vont vite fondre comme neige au soleil. Mais on est là quand même pour voir la différence, donc je vous propose justement voir ce que ça donne. Ok, alors premier jeu testé, c'est GTA V, qui est fort populaire en ce moment, je me demande bien pourquoi. Le 3600X a atteint un score de 90,1 FPS, alors que le 10600K, lui, a atteint 97,3 FPS, donc un clair avantage ici pour Intel. Dans F1 2018, qui est un jeu de course, commence un petit peu à dater, il faudrait que j'upgrade. Il a atteint, le 3600X a atteint 179 FPS et le 10600K 193 FPS. Donc on voit encore une fois un bon petit avantage ici pour Intel. Ensuite, on passe à Doom 2016. Pas Eternal, oui je sais, il faudrait que j'upgrade, qui est un jeu selon moi très intéressant parce que c'est un jeu qui est parfaitement optimisé. C'est aussi un des seuls jeux dans mes benchmarks ici qui utilise Vulkan, qui permet, donc c'est une API pour développer justement le moteur de rendu des jeux vidéo, qui permet d'éviter beaucoup de limitations des processeurs. Et ça se voit, le 3600X ici atteint 172,8 FPS et le 10600K 162,5. Donc ici un avantage pour AMD quand justement on est sur un jeu beaucoup plus optimisé. Après évidemment tous les jeux ne sont pas les plus optimisés au monde, on va être très honnête. Mais ça permet quand même de voir un petit peu un futur où les jeux seraient plus optimisés pour le multicœur. Mais là on voit qu'AMD commence à rattraper justement son désavantage. Ensuite on passe à Civilization 6. Ce n'est pas un test de FPS ici. Ici on teste le temps qu'il faut pour le jeu pour qu'il passe de tour en tour.
Donc c'est quand vous appuyez littéralement et tour suivant. C'est très important, je pense, pour beaucoup de gens qui jouent à Civilization, parce que des fois ça peut prendre pas mal de temps. Donc le 3600X prend 35,59 secondes par tour. Et le 10600K, lui, atteint un score de 31,71 secondes par tour. Donc clairement plus rapide que AMD ici. Donc ça continue de confirmer l'avantage d'Intel. Dans The Witcher 3, qui a aussi été un jeu très populaire cette année dernière, je ne sais pas pourquoi, le 3600X atteint un score de 163 FPS et le 10600K, lui, un score de 172 FPS. Donc encore une fois un avantage pour Intel. Dans Minecraft, parce que évidemment j'allais tester Minecraft, je veux dire, faut pas déconner, le 3600X atteint un score de 252 FPS et le 10600K 258 FPS. Donc pour ceux qui se demandaient, est-ce que Intel donne plus de FPS dans Minecraft? Non, pas forcément en réalité. Moi je m'attendais à une plus grosse différence, je vais être très honnête. J'ai testé le 10900K sur ce jeu parce que forcément, et pour information, il atteignait les 290 FPS. Je pense que c'est dû au fait qu'il a plus de cœurs et que Minecraft, étonnamment, aime plus les cœurs. Et aussi dû au fait que le 10600K a une bien meilleure fréquence sur un seul cœur. Donc ça doit venir de là. Mais bon, c'est peut-être pas entièrement non plus de là, parce que le 10600K a clairement un avantage de fréquence. Il atteint 4,8 sur un seul cœur par rapport à 4,3 au 3600X. Et pourtant, la différence de FPS n'est pas si grande. Donc je pense que oui, Minecraft préfère avoir beaucoup plus de cœurs, ce qui m'étonne assez bien en réalité. Ensuite, on passe à Shadow of the Tomb Raider, qui commence un petit peu à dater, il faudrait que j'upgrade. Le 3600X a un FPS de 126, et le 10600K, lui, atteint les 141 FPS. Donc encore une fois, le même avantage qu'on voit justement pour Intel par rapport à AMD. Et puis enfin, un dernier benchmark graphique, mais plus synthétique, c'est 3D Mark, Time Spy. Le 3600X en score combiné faisait 12 450 points. Et le score CPU était, pour information, de 7388 points CPU. Et le 10600K, lui, avait un score combiné de 12 763 points et un score CPU de 8225 points. Donc encore une fois, un assez grand avantage pour Intel ici, mais c'est un benchmark un petit peu synthétique, graphique, donc ce n'est pas forcément très réaliste, mais ça permet quand même de comparer. Et donc voilà, Intel a toujours la couronne de la performance dans les jeux vidéo ici, surtout face au 3600X, ça doit être certainement le cas avec le 10900K, c'est même pratiquement sûr, il a une meilleure fréquence et tout, mais il y a toujours un désavantage au niveau multicœur. Le 10900K d'ailleurs, je l'avais testé un petit peu aussi par rapport à mon 3900X, il est toujours en retard par rapport au 3900X dans Cinebench ou aussi dans Handbrake, donc il faut en tenir compte. Mais du coup, on se retrouve dans la même situation. Intel continue de remonter un petit peu son avance au niveau justement jeux vidéo. Ils ont un petit peu réduit leur retard par rapport au justement programme de rendu et tout, mais la situation reste un petit peu la même. Un autre truc d'ailleurs que je n'ai pas testé et que je vous invite à aller voir sur d'autres sites de review, c'est le frame time. Donc des fois un jeu peut tourner à 200 fps, mais la plupart des frames des fois sont à 100 fps et du coup ça vous donne des lag spikes, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas pu tester parce que je n'ai pas eu le temps, et c'est quelque chose qui peut être assez important parce que des fois certains processeurs ont l'impression d'être meilleurs au niveau fps, mais ils sont moins bons au niveau du frame time, ce qui fait que l'expérience de jeu est moins bonne. Après, dans mes tests ici, je peux vous garantir que pour moi, l'expérience de jeu était très similaire entre les deux configs. Franchement, je ne voyais pas beaucoup de différence. Des fois, quand vous êtes à 9 FPS de différence, oui, c'est mieux d'avoir 9 FPS en plus, mais c'est pas non plus une énorme différence. Maintenant, la différence la plus importante, c'est celle du prix. Qu'est-ce que ça donne au niveau du prix, justement? Alors, au niveau prix, c'est assez partagé. Vous avez certains processeurs qui, selon moi, sont très intéressants. Déjà, la version F du 10600K, qui est juste une... Il y a les mêmes fréquences, mêmes specs, il n'y a juste pas la partie graphique intégrée. Donc, pour beaucoup de gens, ça ne veut pas forcément dire un gros deal breaker. Je dirais même qu'on s'en fiche un petit peu. Il est vendu 250 €. Et ça, c'est un excellent prix. Pourquoi? Parce que le 3600X, selon les sites, ici, il est un peu plus cher chez LDLC, mais selon les sites, il est souvent vers 230-250 €. Donc là, on a une concurrence directe, parce que le 3600X aussi n'a pas de partie graphique, donc c'est deux processeurs très similaires. Donc là, Intel a clairement un avantage pour moi. Si vous êtes en mode, je veux juste jouer aux jeux vidéo, je m'en fiche de faire des streams ou autre chose, et encore, même si vous faites des streams, le 10600K sera suffisant, soyons honnêtes, c'est un excellent choix. Vous avez par contre les autres processeurs Intel sont, comment dire, plus difficiles à recommander. Vous avez le Core i7
qui pourrait être l'un des plus intéressants en réalité si vous êtes en mode je veux le ultra haut de gamme. Pourquoi? Parce que maintenant les Core i7 sont repassés à 8 cœurs 16 threads. Du coup, il est très similaire au 9900K de l'ancienne génération. Donc si on regarde le 9900K, il est à 3,6 de base, il peut booster jusqu'à 5. Et si on regarde ce Core i7 10700KF, il est à 3,8 de base et il peut booster jusqu'à 5,1. Donc il est même, à mon avis, et c'est pour ça qu'à mon avis, Intel ne l'a pas mis dans la boîte de test, à mon avis, ça va être le plus intéressant. Mais le problème, c'est que personne ne l'a certainement testé jusqu'à maintenant, donc on devra attendre d'avoir des exemplaires de test. Mais moi, je vous le dis, c'est celui-là qu'il faut peut-être surveiller. Et le 10900K, il est cher. Oui, il est à 10 cœurs maintenant, mais honnêtement, si vous êtes en mode j'ai besoin de beaucoup de cœurs pour plus de performance dans des tâches, on va dire, lourdes, prenez un 3950X. Il est juste à 16 cœurs, il défonce littéralement le 10900K là-dessus. C'est pas le meilleur niveau de jeu vidéo, encore une fois, mais il est pas trop loin. Mais si vous préoccupez vraiment des performances dans les programmes de rendu et tout ça, AMD a juste un avantage qui est indéniable. Le 3900X aussi est vendu encore moins cher, il est à 514 €. Je l'ai même vu sur un site à 450 €. Donc là, c'est imbattable, il est même moins cher que le Core i7, hein. C'est pour dire. Donc ouais, si vous êtes dans ce cas-là, plutôt AMD. Mais ouais, le plus intéressant, encore une fois, c'est ce i7. Maintenant, l'autre truc intéressant à regarder, c'est les cartes mères. Le prix des cartes mères peut influencer pas mal parce que le problème ici qu'on a, le problème qu'a ici Intel, c'est qu'ils ont sorti seulement les Z490, qui sont leurs meilleures cartes mères. Et du coup, ben forcément, pour le i7, c'est pas un problème parce que le i7, forcément, si vous prenez le i7, le gros i7 ici que j'ai montré juste avant, vous allez prendre une carte mère en Z490 parce que vous voulez en profiter au maximum. Si vous prenez même aussi un 3900X, vous allez prendre une carte mère en X570 parce que vous voulez en profiter au maximum. Donc là, les prix des cartes mères sont très similaires parce que comme vous pouvez voir, les Z490 commencent à 150 € et les modèles respectables, on va dire, qui ont des bonnes specs et tout, sont entre 200 et 300 €. Donc, par exemple, la TUF ici, elle est à 264 €, donc très similaire au X570. Donc ici, il n'y a pas vraiment d'énormes différences au niveau carte mère sur le haut de gamme. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas de carte mère en dessous. Donc, pour le 10600KF, qui pourtant est à un très bon prix, ça peut être compliqué parce que chez AMD, vous pouvez prendre une carte mère en B450 qui va vous coûter moins cher, prendre le Ryzen 5 3600 qui coûte encore moins cher et qui est pas si loin du 3600X, surtout quand il est bien refroidi. Et là, vous allez vous retrouver dans une situation où vous économisez tellement sur la carte mère et le processeur que la différence de prix vous permet de prendre une meilleure carte graphique. Et là, l'avantage du 10600KF fond comme neige au soleil en fait. Il y en a presque plus, il y en a même plus du tout. Et je vous rappelle que j'ai fait tous mes tests sur une 2080 Ti pour vous montrer la différence. Mais si vous prenez une carte graphique plus raisonnable, qui a plus de mal à faire tourner le jeu, ce qui sera certainement le cas de beaucoup de gens, la différence entre les processeurs, c'est ça, hein, il n'y a plus rien en fait. Donc ouais, ça devient un petit peu compliqué pour Intel ici. Surtout dû au fait qu'ils n'ont pas de carte mère moins chère. Alors vous allez me dire, oui mais si je prends une carte mère en B450, je ne pourrais pas upgrade plus tard vers Zen 3. Eh bien, AMD a annoncé, c'est ça qui a... Je veux dire, je suis vraiment désolé pour Intel ici, mais AMD vient d'annoncer que les cartes mères en B450 et X470 pourront supporter, pour information, Zen 3. Ce ne sera pas un support full officiel garanti tout de suite, mais ça arrivera. Et du coup, là, j'ai envie de dire, compliqué pour Intel sur certains points justement à ce niveau-là. Surtout qu'il y a évidemment toujours ce désavantage du fait qu'on n'a pas le support du PCI Express 4.0, donc on ne sait pas si on en aura besoin pour la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia, ou en tout cas on en aura besoin sur les plus gros modèles de cartes graphiques Nvidia. Donc ouais, ça devient un peu une situation complexe. Mais vraiment, ce Core i7, moi je le dis, est très intéressant. Parce qu'encore une fois, les cartes mères ici sont similaires et les prix... Il est plus cher hein, que les Ryzen 7. Le Ryzen 7 3700X, au moins cher que j'ai pu le trouver, c'est sur un site qui s'appelle Alternate. Alors, le site français d'Alternate, mais il n'a pas les meilleures reviews. Mais le site belge a des excellentes reviews. J'ai commandé plusieurs fois sur le site belge, il est même très bon franchement. Et au niveau des prix,
Le 3700X est à 300 €. 300 €. Et le 3600 non X est à 170 €. Je suis désolé, mais vous prenez une carte mère qui vaut 100 €, ça fait 269 €. C'est pratiquement le prix du 10600 KF. Et le 10600 KF, vous n'avez pas encore de carte mère. Donc ouais. Vous voyez, selon les prix, ça peut énormément changer. Et ils ont aussi, par contre, un excellent prix, ce site, sur le 10700 KF, justement, qui lui est vendu 424 €. Le Core i7, justement, là, ce fameux Core i7 qui, selon moi, va être le plus intéressant pour beaucoup de gens. Plutôt honnête comme prix. Donc ouais. Ok, alors c'est l'heure de la conclusion. Donc, Intel, encore une fois, félicitations, vous avez toujours la couronne des jeux vidéo. Après, maintenant, on se retrouve avec, encore une fois, un changement de socket, pour une raison qu'on ne sait pas trop, soyons honnêtes. Je sais que ça peut être compliqué pour les constructeurs de cartes mères de devoir retourner sur leur carte mère, rajouter des BIOS pour supporter des nouveaux processeurs. Mais pour le consommateur, c'est pas... Je veux dire, si quelqu'un a une carte mère en Z390 à l'heure actuelle, il n'a aucune raison d'upgrade. Déjà, il n'aura pas beaucoup de différence de performance. Et puis, il doit racheter une carte mère. Donc, pour lui, il va être en mode, je n'upgrade pas. Donc, les personnes qui vont upgrade, c'est les personnes qui ont des plus vieilles plateformes Intel. Et même pour eux, ils pourraient se dire, ah ben, je dois changer de carte mère de toute manière. Et aussi bien la carte mère que je vais acheter va être obsolète l'année d'après. Et peut-être que je vais aller prendre une X570 et un processeur Ryzen, en fait. Surtout que peut-être qu'avec la différence de prix, je peux prendre une meilleure carte graphique, tout simplement. Donc ouais, c'est compliqué. Donc ouais, Intel a toujours la couronne des performances au niveau jeu. Ils ont rattrapé leur retard au niveau multicœur, même s'il y a encore une assez grosse différence, soyons honnêtes. Mais ouais, je suis partagé. Vous voyez, je suis vraiment partagé. Je suis en mode, j'attends mieux en fait de Intel ici. J'attends beaucoup mieux en fait. C'est une société qui a sorti des très bons produits par le passé. J'ai déjà eu plusieurs processeurs Intel pour mes configs personnels que j'ai beaucoup aimé. Mais là, à l'heure actuelle, pour moi, la différence de prix pour certains processeurs, la différence de performance ne justifie pas forcément toujours les processeurs Intel. Et pour ceux qui sont justement déjà chez Intel au niveau du Z390, il n'y a littéralement aucune upgrade. Juste, ça ne vaut pas la peine d'upgrade. J'ai hâte de voir ce que donne ce Core i7 justement, parce que selon moi ça va être le plus intéressant pour beaucoup de gens, pour ceux qui sont vraiment en mode jeux vidéo, je m'en fiche des tâches de production et tout ça. Mais ouais, en attendant, merci à tous de regarder cette review, j'espère que vous avez bien aimé. Merci à Asus, Corsair, Intel et AMD d'avoir fourni les exemplaires de test. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!